Quelque part, dans le moyen Atlas marocain, à près de 1500 mètres d'altitude, se niche une vallée. Au creux de cette vallée, la Zaouïa Sidi Abdeslam, petit village berbère fondé au XVIIe siècle par un conseiller du sultan Moulay Ismaïl, et aujourd'hui rongé par les problèmes environnementaux, juridiques et sociaux. Pendant plus de 3 siècles, le village troglodyte est resté là, entre tradition, chasse et agriculture, au rythme de sa petite vie rurale et bucolique, au cœur des montagnes, encerclé par la forêt et traversé par la rivière. Puis, en 1912, les colons français découvrirent la région, sa beauté sauvage et ses grands espaces. Ils y fondèrent la ville d'Ifrane, à une petite dizaine de kilomètres du village. Surnommée la Petite Suisse, la ville aux toits de tuiles typiquement européens se dresse non loin de l'une des seules stations de ski du Maroc et attire aujourd'hui de nombreux touristes originaires de tout le pays, venant pique-niquer sur les berges de la rivière le temps d'un week-end. Et malheureusement, la sensibilisation environnementale étant bien peu développée au Maroc, il est commun de retrouver de nombreux déchets jonchant la forêt dans leur sillage. Mais les touristes, locaux comme internationaux, ne sont pas les seuls à avoir tourné leurs yeux vers la région. Depuis quelques années, suite à un accord passé avec le roi Mohammed VI, la famille de l'émir du Qatar est également venue s'établir dans les environs, construisant palais et autres terrains de golf, épuisant les ressources et les nappes phréatiques de la région afin d'entretenir leurs différents domaines. Mais les problèmes que rencontre la vallée ne s'arrêtent pas là. Et pour les expliquer, il va nous falloir revenir en arrière et se plonger dans tout un imbroglio juridique et social que nous allons tenter de résumer ici. En 1929, le protectorat français au Maroc confirme les daïrs, ou édits, émis par les différents sultans avant eux et attribuant les terres de la région aux grandes familles locales. 54 familles sont nommées dans l'avis de réquisition fixant les limites territoriales émis par le protectorat. 54 familles qui peuvent prétendre au titre de chorfa, propriétaires ancestraux des terres qu'ils exploitent depuis des générations. La reconnaissance du protectorat est certes avant tout symbolique, mais comme indiqué précédemment, elle s'inscrit dans la continuité des daïrs officiels émis précédemment par les différents sultans de la dynastie alaouite avant eux. Et pendant les décennies passées sous le protectorat, la cohabitation entre les habitants de la vallée et les colons français se fera paisiblement, dans un équilibre plutôt stable. Les locaux viennent écouler leurs marchandises et le fruit de leur labeur au marché de la ville, fondé par les Français, tandis que leurs enfants s'empressent de vendre les ressources de la vallée aux plus offrants, que ce soit les perdrix, les truites pêchées dans la rivière glacée, les peaux de renard, les morilles cueillies sur le flanc des montagnes, ou encore les bouquets de gui et de houx pour célébrer l'avènement de l'enfant roi lors des fêtes chrétiennes de fin d'année. Néanmoins, la donne finira par drastiquement changer avec l'indépendance et le départ progressif des Français dans les années 1950, puis avec la sécheresse des années 80. La rivière se tarit, la population croît, et la ville se développe, attirant des montagnes de populations déshéritées. En 2018, les quartiers populaires sont en passe de happer le village et de l'enrober dans leur ceinture de pollution et de précarité. Les nombreux forages en amont ont réduit la rivière majestueuse et les cascades tonitruantes au rang de ruisseaux. Les tentatives d'aménagement du cours d'eau, à grand renfort de murs maladroits, ont provoqué les pires crues de mémoire d'homme, en plus de défigurer le village. Et ce n'est pas la bétonisation des rues et des sentiers, dans lesquels dévalent désormais les eaux de pluie telles des torrents, les trottoirs de 30 cm de large ou encore les lampadaires défectueux qui viendront résoudre les questions quotidiennes de survie économique. La grande ville en amont continue de déverser ses eaux usées et ses lessives dans la rivière. La forêt est mise en coupe réglée par les braconniers du chêne et les petits trafiquants du bois en quête de revenus. Le surpâturage accomplit d'année en année son œuvre de dévastation, clairsemant les sous-bois et interdisant les repousses, et l'érosion achève le travail. Aujourd'hui, seuls tiennent encore debout, de loin en loin, certains vieux arbres centenaires. Mais même ceux-ci sont voués à disparaître. Et aux problèmes environnementaux s'ajoutent aussi les ennuis juridiques à ne pas oublier. Les autorités actuelles ont déclaré caducs les daïrs, ou décrets, reconnaissant la légitimité des chorfas. D'un coup de tampon, ils ont été purement, simplement et secrètement annulés par le ministère de l'Intérieur marocain en 1966. Le ministère a donc ainsi délibérément omis que ces daïrs, depuis le premier signé en 1729, avaient tous été paraphés par les différents sultans du royaume. L'annulation clandestine équivaut donc à une remise en cause de l'autorité royale, puisque c'est là une rupture du pacte d'alliance tacite qui unissait les tribus locales à leur sultan. Cette réécriture de l'histoire, cette falsification des documents officiels, qui vise à effacer l'empreinte historique des habitants originels de la vallée, a pour but de favoriser l'expansion urbaine ainsi que l'intrusion de promoteurs immobiliers sur le territoire, et en particulier d'un organisme semi-étatique appelé l'Omran, et de lui permettre de s'approprier des terrains autrefois cultivés par les villageois. Au début des années 2000, des projets de lotissement répondant au nom grandiloquent de Jnan l'Atlas, le paradis de l'Atlas,
où des jardins de Vittel ont commencé à voir le jour. Les travaux, entamés en 2007, durent toujours. De nombreux Chorfa ont abandonné la lutte et ont fini par accepter la bouchée de pain à peine symbolique que leur proposait l'Omran pour acquérir leurs terres, choisissant de quitter la région et de s'établir en ville. Ceux qui continuent de lutter pour leurs titres de propriété se heurtent à un mur. Ces titres leur sont obstinément refusés au prétexte que ce sont des terres collectives, propriété de l'État. Certains de ceux qui ont choisi de se battre pour leur terrain, lors de la première tranche des travaux, se sont même vus menacés, assignés en justice et sommés de céder leurs terres et condamnés à payer des dommages et intérêts à l'entrepreneur pour entrave à la mise en œuvre d'une décision d'utilité publique. Et afin d'enfoncer le clou et de s'approprier définitivement les territoires de ceux qui refusaient encore de les céder, le gouvernement et l'Omran ont déclaré les habitants de la vallée comme rattachés à la tribu dite de Guichet Ahmed, nettement moins prestigieuse que l'illustre lignée des Chorfa de Aït Sidi Abdeslam. Car le terme même de Guiche sous-entend qu'il s'agissait là de mercenaires s'étant mis au service du plus offrant, en l'occurrence le colonisateur français durant le protectorat. Et soudain, le titrage ne pose plus de problème. Spectateurs impuissants d'une évolution de leur environnement qu'ils ne maîtrisent pas, les premiers habitants de la vallée ne retirent aucun avantage matériel, aucune retombée économique des changements qui se déroulent sous leurs yeux. De là à penser qu'il y a une volonté politique des autorités locales et des promoteurs immobiliers unis dans le même affairisme et dans les mêmes pratiques douteuses, il n'y a qu'un pas. Tous font miroiter le mirage du parc naturel, lequel n'est qu'un nom sur une pancarte et un leurre qui n'existe que sur les cartes enjolivées du ministère de l'Environnement. Tous sont associés par la volonté commune de rayer de la carte les Chorfa, qui entrave l'expansion de ce tourisme vert à 3 sous mais gros dividendes. Happés par la ville, bousculés par la croissance démographique générale, rongés par les jalousies et les rivalités intestines, corrodés par l'appât du gain, trompés, dévorés par les convoitises et les manœuvres que leur statut de seigneur de la vallée déchaîne, les Chorfa ont perdu leur honneur et leur légitimité sur le territoire ancestral de la tribu. Pourtant, en dépit de ce triste tableau, ils demeurent les seuls à pouvoir y modéliser un développement harmonieux, à la fois soucieux de l'économie et respectueux de l'environnement, qui favorise non seulement le progrès social, mais aussi la stabilité intérieure. Mais ici comme ailleurs, l'appât du gain, la corruption des institutions et les visions à court terme auront sans doute raison d'une terre aujourd'hui souffrante, mais autrefois verdoyante.